Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le VC en FinTech, Deep Dive dans la stratégie et le portefeuille de Blackfin. Pauline Brunel, Investment Manager, et Julien Creuset, Managing Director de Blackfin à Bruxelles et Paris. C'est une industrie qui est quand même relativement complexe, de par la complexité des flux des acteurs, mais également l'intensité de la réglementation. Et ça nécessite, en mon sens, un focus particulier sur l'industrie. Donc, pour permettre une meilleure compréhension du marché, une sélection des dossiers, évidemment, mais également une valeur ajoutée qui soit pertinente pour les sociétés en portefeuille qu'on a. Nous allons découvrir dans cet épisode les raisons qui ont motivé la société de gestion Blackfin à constituer un nouveau fonds venture après avoir été focalisé sur le private equity. Julien nous décrit plus en détail la constitution du fonds, le processus de levée des 180 millions d'euros, les LP qui composent le fonds en passant par les thèmes d'investissement. Dans son fonds VC, Blackfin se concentre sur les investissements dans des sociétés fintech, mais également dans l'insurtech. Il y a 12 sociétés en portefeuille, nous revenons notamment sur 4 d'entre elles, Preto, Epsor, Fris et Memobank. Pauline revient également sur un article qu'elle a récemment rédigé au sujet de la diversité des équipes et des boards des sociétés qui composent le portefeuille de Blackfin. N'hésitez pas à commenter cet épisode et le noter après votre écoute sur Apple Podcast. Je compte sur vous. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Pauline. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Solène. Alors vous êtes les premiers VC que je convie sur FinScale. Je me réjouis d'avance de notre discussion. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter à nos auditeurs ? Pauline. Yes. Alors, j'ai rejoint Blackfin en début de cette année, donc début 2020 en tant qu'investment manager. Avant ça, j'ai commencé ma carrière en banque d'investissement pendant quelques années à Paris, puis à Londres. J'ai ensuite travaillé pour le régulateur financier que tu connais bien, quelques années à Luxembourg, avant de rejoindre un fonds venture fintech qui est également canadien, basé à Toronto. J'y suis restée en fait presque 3 ans. J'ai participé à l'investissement de pas mal de fintech nord-américaines, en seed surtout. Fun fact, d'ailleurs, un des premiers investissements du fonds est maintenant devenu une licorne très récemment. Donc j'étais la première employée du fonds qui comptait 2 partenaires, donc beaucoup d'enjeux setup et organisationnels aussi au-delà de l'investissement pur. Et en rentrant en Europe, j'ai rejoint Blackfin. Je suis basée à Bruxelles et je couvre plus particulièrement l'écosystème Benelux, que tu connais également aussi très bien, mais également le UK. Merci beaucoup. Julien ? Oui, avec plaisir. Moi, je suis ingénieur de formation. J'avais fait mes études en France. Assez rapidement après l'école, je suis parti dans un incubateur d'entreprise à Paris qui s'appelle Agoranov, où là-bas, j'ai accompagné un certain nombre de projets qui étaient en cours de création. J'ai rejoint 2 chercheurs de l'INRIA qui lançaient une boîte de soft en 2009. Et en 2010, j'ai décidé de passer côté fonds d'investissement. Donc, j'ai rejoint un fonds à Paris qui s'appelle Aster Capital. Okay. J'ai passé 6 ans chez Aster, 3 ans à Paris, 3 ans à San Francisco. Et en 2016, j'ai rejoint Blackfin pour lancer un fonds de capital risque FinTech AssurTech qu'on a lancé en 2018. Et voilà, Blackfin, c'est un fonds d'investissement qui fait à la fois du private equity et du venture. Et la partie venture, on investit notre fonds 1 qui fait 180 millions d'euros. Merci beaucoup à vous deux. Alors, Pauline, je vais te donner la parole en premier. Est-ce que tu pourrais nous faire une brève intro sur les fonds VC qui investissent dans la FinTech en Europe et nous expliquer dans quel contexte s'inscrit Blackfin. Et ce serait intéressant que tu nous expliques justement la différence que vous faites entre tout ce qui est private equity et VC, parce que tout le monde n'est pas dans le VC dans nos éditeurs, hein, donc je pense que c'est intéressant que tu clarifies ces éléments-là. Yes. Pour l'écosystème investisseur fintech en Europe, je dirais que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Europe, il y a des très bons VC généralistes qui sortent de super boîtes. Il y a également des très bons corporate VC qui sont focus fintech, beaucoup d'investisseurs qui viennent d'assurances, de banques. Mais en réalité, très peu, voire pas d'acteurs indépendants et spécialisés sur la verticale fintech. Beaucoup moins, en tout cas. Or, c'est une industrie qui est quand même relativement complexe, de par la complexité des flux des acteurs, mais également l'intensité de la réglementation. Et ça nécessite, en mon sens, un focus particulier sur l'industrie.
Donc pour permettre une meilleure compréhension du marché, une sélection des dossiers évidemment, des entreprises, mais également une valeur ajoutée qui soit pertinente pour les sociétés en portefeuille qu'on a. Voilà un peu l'écosystème investisseur fintech. Il y a très peu d'investisseurs indépendants qui sont focus fintech. Et BlackFin en fait partie et en fait et la naissance du fonds VC vient un peu de ce constat-là, c'est-à-dire que à l'origine, donc BlackFin, c'est un fonds de private equity qui a été créé par des vétérans de la fintech, on peut dire comme ça, puisque ce sont les fondateurs sont les entrepreneurs derrière Fortuneo Bank et à la suite du rachat par Arkia, ils sont lancés dans l'aventure BlackFin dans la fin des années 2000, avec une thèse d'investissement qui est on va focus dans les services financiers et backer des entrepreneurs super, mais avec une approche plus traditionnelle et plus private equity. Et puis effectivement, il y a à peu près 3 ans, ils se sont rendus compte qu'il aurait été chouette d'ajouter pour une stratégie venture pour compléter le métier BlackFin et pour pouvoir leverager l'expertise qui a été développée au sein du métier private equity. Justement, on peut juste faire une petite pause pour que tu expliques bien la distinction entre le private equity d'un côté et le VC de l'autre. Tout à fait. Donc, dans le métier du private equity, en règle générale, et c'est pas propre à BlackFin, on va chercher des entreprises qui sont pas forcément autant en croissance que dans le venture. Je dirais que c'est vraiment ce qui différencie le private equity du venture, c'est les courbes de croissance envisagées. En venture, on investit essentiellement en croissance et la technologie derrière est en fait ce qui permet la croissance. On n'investit pas dans la technologie, on investit dans la croissance. Private equity est un peu plus différent en termes de focus d'investissement. En termes de thèse d'investissement, le but est un peu différent également puisque on tend à prendre des parts majoritaires dans les boîtes, je dirais entre 50 et 100%. Le but est d'optimiser les process, d'améliorer les stratégies de vente, d'améliorer. Enfin, c'est vraiment un processus d'optimisation pour ensuite pouvoir sortir de ces boîtes une fois qu'elles ont été donc optimisées avec un horizon, je dirais 4-5 ans. En venture, c'est un peu différent. Comme je disais, on investit dans la croissance. Donc, l'idée, c'est de construire et non pas d'optimiser ce qui viendra plus tard. Et donc, on a un horizon qui est un peu plus long, surtout quand on investit en seed, qui peut aller de 6 à 8 ans. Et on prend des parts minoritaires, c'est-à-dire qu'on n'est jamais propriétaire de l'entreprise. Le fondateur, les entrepreneurs, tant qu'ils sont majoritaires, en tout cas au capital, prennent les décisions in fine. Elles sont prises par le board, mais ils sont chez eux. Tant qu'ils sont majoritaires, ils sont chez eux, ce qui est la différence d'une stratégie plus classique de private equity. Parfait, merci beaucoup. Alors, une dernière question, et après, je te poserai plein de questions, Julien. Pauline, toi qui as travaillé donc au Canada, quelles sont les principales différences dans ton métier entre le Canada, certainement aussi les États-Unis et l'Europe ? C'est marrant parce qu'il y en a plein. On parle beaucoup en ce moment d'assurance vie, par exemple. Rien que la définition d'assurance vie, c'est pas la même. En France, c'est que la définition américaine, ça, tout le monde le comprend, mais les produits sont différents, les sous-jacents sont différents. Donc c'est bien de pouvoir, rien que sur le vocabulaire, se recentrer et comprendre les différences. Il y a des différences également de marché, je dirais. En tout cas au Canada, qui est un écosystème en plein boom encore. C'est un écosystème dans lequel il y a encore plus de boîtes que de capitaux. L'équilibre est un petit peu différent par rapport au marché européen en ce moment où il y a beaucoup de capitaux et un peu moins de boîtes intéressantes. Et du coup, il y a une compétition entre les VC, agréable, mais je veux dire une compétition sur les dossiers qui est existante, que je trouvais un peu moins existante dans la bulle, dans la sphère tech au Canada, du fait que ce soit un écosystème qui soit beaucoup moins mature et en plein boom et en pleine construction. Parfait, merci beaucoup. Alors, Julien, toi, tu es arrivé donc, pour lancer donc, le fonds VC FinTech. Il n'y avait pas encore de fonds d'investissement VC quand tu es arrivé. Et l'idée, c'est que tu as rejoint pour développer ce fonds. Quelles étaient les raisons principales qui ont fait que les partenaires de BlackFin ont décidé de lancer ce fonds VC ? Alors, la genèse du fonds VC, c'est 2016, effectivement. L'idée, c'était plusieurs choses. La première, c'est que le marché FinTech et AssureTech était émergent en Europe. Il s'était développé déjà aux États-Unis avec des sociétés comme Lending Club qui avait fait son IPO,
Stripe, Square, des sociétés qui aujourd'hui sont énormes. À l'époque, c'était des boîtes qui levaient des séries B. Donc le marché fintech AssureTech s'était développé aux États-Unis. Il commençait à se développer en Europe avec le UK, l'Allemagne, et il y avait une première vague de sociétés qui commençaient à lever des seeds, des séries A. Pas de fonds spécialisés ou quasiment pas de fonds spécialisés sur ce secteur-là, alors que la conviction chez Blackfin, c'est que c'est un métier qui est fortement régulé, où il y a des acteurs en place, des banques et des compagnies d'assurance qui sont en place, qui ont des places très fortes. Et donc, c'est pas forcément évident pour une startup de se développer. Et il y a une vraie valeur à avoir un fonds d'investissement spécialisé. Donc, le constat, c'est qu'il y a un tissu de startup qui commence à émerger. Il y a une maturité du marché qui justifie d'avoir un vrai fonds pour investir dans les fintech et les assurtech. On a Blackfin de l'expertise sectorielle et on a des investisseurs chez Blackfin qui sont intéressés par ce segment venture. Et donc, si on lance un fonds venture, on sait qu'on sera capable de lever un fonds d'une taille significative, au moins 100 millions, pour pouvoir investir dans ce secteur-là. Donc, il y avait un peu tous les ingrédients pour que ce soit pertinent de lever un fonds. Vous avez levé 100 millions d'euros, c'est ça ? On a levé 180. D'accord. On a levé 180 au final, ce qui était un peu plus que notre cible qui était à 150. Il y avait eu pas mal d'appétit des investisseurs pour ce fonds. Parfait, merci beaucoup. Alors, un point qui m'intéressait aussi, c'est quand tu décides de lancer un fonds comme celui-là, parce que ce n'est pas un fonds comme un OPCVM qu'on connaît plus traditionnellement, comment tu fais pour structurer et puis pour faire venir des LP Est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe quand on structure un fonds comme celui-là ? Oui, donc c'est des fonds, donc les fonds d'investissement capital investissement en Europe, c'est assez classique. C'est des fonds fermés qui ont une durée limitée. Donc typiquement une durée de 10 ans. Et les 10 ans se décomposent en deux phases. Une phase de 5 ans qui est la période d'investissement. On investit dans des sociétés. Et puis l'idée, c'est au bout des 10 ans d'avoir rendu l'argent aux investisseurs. La façon dont ça se passe, c'est qu'il y a une société de gestion, qui est une société qui est agréée par en France l'AMF, qui gère des fonds. Et donc, on construit un fonds. Construire un fonds, ça veut dire quoi ? Ça veut dire écrire un règlement, aller rencontrer des investisseurs qui peuvent être intéressés par ce véhicule. Donc, les investisseurs, c'est quoi ? C'est des family office ? C'est qui exactement ? Alors, chez nous, c'est des investisseurs institutionnels pour la plupart, donc des banques, des compagnies d'assurance, des banques publiques, des fonds de fonds. Également quelques grandes familles qui avaient fait fortune dans le secteur. Et c'est assez généralement ces acteurs-là qui investissent dans les fonds de capital investissement. Ok, donc une fois que tu as ton capital qui est promis, puisque tout n'est pas levé, ça se fait par capital call, tu lances le fonds et du coup, il te faut quand même il te faut des startups qui viennent nourrir ce portefeuille. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu justement de la typologie de startups que vous avez qui composent ce portefeuille et nous expliquer un petit peu ce qu'elles font et ce qui ont fait que vous les avez choisies ? Donc nous, notre métier avec ce fonds, c'est d'investir dans des fintech en assurtech en Europe. Donc c'est vraiment la cible. Et on a un biais plutôt B2B. Donc ce qu'on s'est dit au départ, c'est qu'on allait faire à peu près 2/3, 3/4 des investissements en B2B. Ce qui est assez différencié en réalité dans le marché. Aujourd'hui, on a 12 sociétés en portefeuille. On avait fait le closing final du fonds à l'été 2018, donc ça fait 2 ans et demi qu'on investit. On a 12 sociétés en portefeuille. On fait à peu près 5-6 deals par an. Je vais les prendre par ordre chronologique. Le premier investissement qu'on avait fait, c'est une société qui s'appelle Fris, qui est basée aux Pays-Bas, qui a développé un logiciel de détection de fraude pour les assureurs. Donc ça permet aux assureurs de détecter la fraude au moment des déclarations de sinistres. On a investi dans cette société parce qu'on est convaincu que la technologie, en particulier l'intelligence artificielle, ça permet de mieux évaluer et identifier des patterns, des cas de fraude, en particulier des fraudes en bande organisée. Et donc, on a investi il y a à peu près 2 ans dans cette société, 2 ans et demi dans cette société. Et on avait investi avec un fonds américain, parce que la thèse d'investissement, c'était de développer cette société en Amérique du Nord, d'accompagner la société dans son développement en Amérique du Nord, ce qui est le cas depuis. Ok.
Je sais pas si on les prend toutes, mais je peux en faire 2 ou 3 comme ça, et puis après on voit si on tu veut, peux peut-être parler. si on Moi, veut faire les 12. j'avais en tête 3 de votre portefeuille. J'avais Epsor, que j'ai déjà eu sur mon podcast, Preto et Memobank. C'est correct. C'est correct. Après, si on peut en parler. Epsor, on a investi à l'été 2019, donc ça fait un peu plus d'1 an. Epsor, c'est une société française qui a été montée par 2 anciens de la Société Générale, qui s'étaient rencontrés à l'inspection de la Société Générale, Julien Niquet et Benjamin Pedrini, qui développent une offre d'épargne salariale et retraite. Donc ils vont voir des entreprises qui ont ou veulent mettre en place un plan d'épargne salariale et un plan d'épargne retraite collective pour leurs salariés, typiquement ce qu'on appelle le PERCO, l'article 83, et ces termes un peu barbares. Et donc, ils ont développé un produit 100% digital. Donc, il n'y a plus besoin de faire des souscriptions papier, de décider dans quel fonds on veut investir. Et ils ont mis beaucoup de services autour de l'explication, de la prise en main du salarié dans le choix de ses placements. Et ils travaillent aujourd'hui avec des grandes entreprises de type BPI France, A.T. Kearney, Roland Berger, Meilleurs Agents, enfin, des sociétés comme ça. Vous êtes venu après. Vous êtes venu après parce qu'il y a Partech qui avait déjà investi en premier, et puis vous êtes venu à la dernière levée qu'ils ont faite en 2020, c'est correct? Ou c'est 2019? Attends. C'était 2019. Nous, on a investi à l'été 2019, et leur premier tour de table, ça devait être au 3e ou 4e trimestre 2018. Donc nous, effectivement, on a investi dans le 2e tour. Partech avait fait le premier tour. Et les raisons pour lesquelles on a investi, c'est qu'il y a une évolution réglementaire assez forte en France justement autour du plan d'épargne retraite et du financement de la retraite individuelle, qui fait qu'il y a les frontières entre les banques qui fournissaient les plans d'épargne salariaux et les assureurs qui fournissaient les plans d'épargne retraite sont en train de sauter. Et en fait, les banques sont pas bien placées pour aussi vendre de l'assurance, et les assureurs sont pas bien placés pour vendre des produits bancaires. Il y a une sorte de convergence. Et on est assez convaincu qu'un acteur indépendant comme Epsor est bien placé pour se positionner en fait au croisement des produits bancaires et des produits assurantiels. Super. Et alors, Preto et Memobank, si tu pouvais nous dire un petit mot sur ces 2 investissements. Preto, donc c'est aussi une société. Les 3 sont des sociétés françaises. Preto, c'est un courtier 100% digital en crédit immobilier. Donc, ce qu'ils permettent de faire, c'est pour un particulier qui emprunte parce qu'il a acheté un appartement ou une maison. Ils ont développé un parcours 100% digital qui va permettre à ce particulier de savoir combien il peut emprunter, et puis de faire toutes les démarches à distance en restant chez lui pour obtenir un accord d'une banque sur son financement. Donc il y a des acteurs connus comme les Meilleurs Taux, Empruntis, CAFPI qui font ça, mais plutôt en physique. Donc il faut se déplacer, il faut aller voir un courtier. Preto a repensé le parcours pour le faire 100% en digital, ce qui permet à leur courtier d'être plus efficace et donc de fournir une prestation de qualité beaucoup moins chère que les acteurs traditionnels. Et on a décidé d'investir dans cette société en décembre 2018. Donc ça fait quasiment 2 ans. Oui. La raison étant que on est à peu près convaincu. Il y a eu une première génération de courtiers qui a très bien fonctionné. Des sociétés comme Meilleurs Taux, Empruntis, CAFPI, c'est des sociétés qui fonctionnent très bien. Quand elles se sont lancées, le digital ne permettait pas de créer suffisamment de confiance avec l'emprunteur. On pense que c'est le moment aujourd'hui. Preto avait montré en 2018, avec une croissance extrêmement forte, qu'ils étaient capables de créer suffisamment de confiance avec les emprunteurs pour faire tout le parcours en ligne. Donc, on a investi avec Alven, qui est un autre fonds d'investissement français, dans une série A qui devait faire 8 ou 9 millions. Et la société, depuis, s'est développée très rapidement. C'est vraiment leader en France sur ce segment du courtage 100% digital. Parfait. Et la dernière à laquelle je pensais, c'est donc Memobank qui a obtenu il n'y a pas très longtemps sa licence d'établissement de crédit en France.
Parce que Memobank, c'était avant Margot Bank. Idem, qu'est-ce qui vous a motivé à investir dans cette société, outre l'équipe qui est, je le rappelle, l'équipe qui avait lancé avec succès Captain Train, qui a été racheté par Trendline. Outre donc l'équipe, est-ce qu'il y a autre chose qui vous a, j'imagine, qui vous a motivé à investir? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails? Oui, donc Memobank, c'est une banque pour PME. Quand je dis banque, c'est une vraie banque, c'est-à-dire que c'est une entité, enfin c'est une société qui a obtenu sa licence bancaire en France, ce qui était une première d'ailleurs depuis je crois 50 ans. Ça leur permet de prêter à des PME, de tenir les comptes des PME et de prêter à des PME. C'est une société qui a un ADN tech et digital très fort. C'est effectivement l'équipe qui a fondé Memobank, c'est l'équipe qui avait fondé Captain Train, qui est un des succès assez connus sur la scène tech française. Et donc, ils ont repensé vraiment de zéro toute l'infrastructure bancaire. Donc, ils ont reconstruit une infrastructure bancaire à partir de zéro, ce qui permet d'avoir une expérience client et une capacité à développer, faire évoluer leurs produits qui est beaucoup plus grande que les banques traditionnelles qui aujourd'hui sont souvent basées sur des systèmes informatiques qui sont anciens, plus difficiles à faire évoluer. Donc, ils ont un avantage par rapport à des banques traditionnelles, c'est qu'ils sont repartis d'une feuille blanche, donc forcément, ils ont des technologies plus modernes et plus évolutives. Et ce qu'on a aimé chez Memobank, donc c'est cette approche qu'on pourrait qualifier de full stack, d'aller chercher la licence, de redévelopper la technologie complète, et l'équipe qui est vraiment une équipe de grande qualité. Et on a vu dans le reste de l'Europe des sociétés sur un segment qui est assez différent, mais le segment des pros, toutes petites entreprises monosalariés ou quelques salariés. On a vu des succès comme Conto en France et d'autres dans le reste de l'Europe, de sociétés qui ont réussi à croître très rapidement sur ce segment pro. On pense que sur le segment PME, l'offre est différente et qu'il y a de la place pour un acteur nouveau comme Memobank. Parfait, merci beaucoup. C'est très, très intéressant. Alors, étant donné que le temps passe vite, moi, je voulais voir maintenant avec vous, Pauline, je vais te redonner la parole. C'est justement, qu'est-ce qui fait qu'on peut se faire repérer par Blackfin? Est-ce qu'il y a vraiment des éléments qui vous marquent dans les équipes, dans les projets, outre la croissance dont tu parlais tout à l'heure? Et qu'est-ce qui vous fait vibrer en ce moment donc, dans les thématiques d'investissement? C'est une bonne question. Comment se faire repérer par Blackfin? Je dirais que la meilleure des manières de se faire repérer, c'est de nous contacter. Il y a pas de meilleure manière que ça, mais d'entrer en contact. En réalité, même il faut vraiment le faire, et c'est peut-être mon premier conseil, même si c'est pas le moment parce que c'est trop tôt par rapport au stade, nos stades d'investissement qui, je le rappelle, vont de seed à série C plus ou moins. Lever de l'argent, ça prend du temps, mais ce qui prend encore plus de temps, c'est de nouer une relation de confiance entre les investisseurs et les fondateurs. La débuter en amont, c'est toujours un investissement payant au final. Et ce qu'on valorise, j'y viens, et ce que permet de développer cette relation de confiance en amont, c'est le progrès et c'est la capacité d'exécution, de pouvoir venir nous voir 3 à 6 mois après notre premier call et dire voilà, j'avais dit que j'allais faire ça et je l'ai fait. Ça vaut plus que le meilleur deck du monde. Donc en venture, on investit dans des personnes in fine, et c'est plus la société est jeune, plus c'est vrai, parce que forcément il y a moins de choses à montrer. Et investir dans des personnes en qui on a confiance et qui ont des capacités d'exécution exceptionnelles, c'est vraiment ce qui nous séduit le plus. Évidemment, il faut ensuite que la solution développée soit pertinente et qu'elle soit sur un marché porteur, de préférence en croissance, ce qui permet cette forte croissance dont on parlait. Mais je pense que l'investissement dans les personnes est super important à mentionner, et la capacité d'exécution et d'avancer également. Et pas hésiter à rentrer notre LinkedIn est toujours ouvert, nos emails également, pas hésiter à rentrer en contact, qu'on ait des contacts en commun ou pas, on regarde beaucoup de dossiers, et au final c'est ce qu'on aime dans notre métier, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est de rencontrer des gens passionnés, un maximum de gens passionnés, et d'entendre des super histoires.
par rapport à ce qui nous intéresse en ce moment en termes de secteur, peut-être dans la fintech plus particulièrement. Comme Julien disait, on est plutôt, on a plutôt un biais B2B que B2C, mais on est globalement ouvert à tous les projets et tout ce qui disrupte les services financiers d'une manière ou d'une autre nous intéresse. Et notre portefeuille est assez diversifié et une preuve de ceci jusqu'à présent. Mais on est particulièrement attentif, je dirais, en ce moment aux grands changements de simplification et d'automatisation de process dans l'assurance. On a 4 AssureTech dans notre portefeuille sur 12. C'est un gros sujet pour nous. On pense qu'on est au tout début de la transformation de l'assurance, que ce soit de l'assurance PNC en anglais, je suis désolée, j'ai des anglicismes, mais aussi assurance vie, prévoyance en français. Mais on est au tout début et on voit que la face émergente de l'iceberg, et il y a encore énormément à faire. On a une première vague de disruption par la distribution, ce qui nécessite évidemment moins de contraintes réglementaires que tout le reste. Mais on voit des gros acteurs maintenant qui commencent à innover sur toute la chaîne de valeur. Et c'est pour nous un gros sujet. On regarde également tous les acteurs qui touchent à la finance des PME. On parlait de Mémobank à l'instant. On est sur des plus grosses PME, mais on regarde beaucoup ce qui touche les finances des plus petites PME. On pourrait mentionner également dans notre portefeuille une boîte qui s'appelle Agicap et qui fonctionne super bien, qui permet de forecaster, à nouveau en anglicisme, les projections cash des toutes petites PME, mais qui en fait est un service super appréciable et très demandé et au final très utile, surtout dans cette période où les liquidités, in fine, sont ce qui va permettre de sauver toutes les plus petites boîtes de notre économie. Et donc, on continue à chercher des entreprises qui vont pouvoir mieux servir les PME, que ce soit des très petites PME, donc des TPE, aux PME un peu plus conséquentes. Je dirais que si je devais mettre deux sujets en avant, c'est donc la SureTech, donc sur toute sa chaîne de valeur, et la finance des PME. D'accord. Et tout ce qui est RegTech, FundTech, enfin ces sujets-là, WealthTech, il y a aussi, je pense, encore pas mal de chantiers. Ça aussi, vous regardez ? Oui, tout à fait. Alors, on est ouvert à tout. J'ai pas mentionné parce que je voulais pas que le podcast dure 4 heures. Mais évidemment, la WealthTech, on parlait d'Epsor, mais il y a des gros sujets de société qui viennent comme des gros sujets de pension. Donc, forcément, ça en fait partie. On commence à avoir beaucoup d'acteurs qui parlent de l'épargne retraite, la pension privée. Tiens, justement, ça fait une différence entre les États-Unis, le Canada et puis l'Europe. Mais on parle beaucoup de robo-advisors. Typiquement, aux États-Unis, ils sont beaucoup développés parce que la culture de l'épargne et la culture de l'investissement y est très développée. En Europe, c'est très compliqué de permettre à un robo-advisor de se développer. Or, c'est quand même des grosses questions sur l'avenir, des gros changements de société. On va devoir plus épargner et investir en tant que personne individuelle dans le futur. Donc oui, c'est des gros sujets qu'on regarde. Quand est-ce que après, il y a des sujets de timing. Quand est-ce que culturellement, on sera prêt en tant que Français à investir sur des robo-advisors, ça c'est différent. Mais en tant que de RegTech, FundTech, bien sûr, c'est des choses qui nous intéressent énormément. Au Luxembourg, je sais qu'il y a beaucoup de RegTech et pas mal de FundTech également. C'est évidemment lié au tissu économique local que je connais bien. Évidemment, on regarde. Pour le moment, on n'a pas vu beaucoup de RegTech démontrer une croissance exponentielle, je dois dire, et de même pour la FundTech. Et je pense qu'on est au tout début en fait de cela pour ce qui est de la FundTech. Pour la RegTech, l'avantage d'être en Europe, c'est qu'on a quand même de l'innovation qui est énormément et largement drivée par les changements réglementaires. Oui. On parle beaucoup d'open banking, ce qui est sur le marché européen. Ce gros changement est lié au changement réglementaire, l'ouverture du marché. À nouveau, aux États-Unis, au Canada, c'est absolument pas le cas. C'est guidé par l'industrie, donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais je dirais que le fait d'avoir des changements d'industrie qui viennent de changements réglementaires permet d'avoir des RegTech
qui vont pouvoir émerger dans le futur. Ça, on l'attend également. Merci beaucoup. Alors, il y a un article que j'ai lu de toi, d'ailleurs, je l'ai commenté, je t'ai fait un retour, Pauline. Et c'est vrai que quand on regarde votre portefeuille de société, moi, ça m'a marqué, c'est la seniorité des personnes au board. Voilà, vous avez, enfin, les boards qui composent les boîtes dans lesquelles vous investissez, ils ont quand même, voilà, ils ont quasiment toutes des financiers de haut vol. Enfin, moi, je trouve. Qu'est-ce qui ferait, alors je vous pose la question à tous les deux, mais en particulier à Pauline, parce je sais qu'elle a rédigé un article sur la diversité donc, dans les boards. Qu'est-ce qui fait qu'une start-up qui amène de la diversité dans son board ou même dans son équipe dirigeante va mieux performer ou pas? Est-ce que vous avez un avis sur la question, tous les deux? Pauline, je sais que oui. Sur le board, ouais, c'est évidemment ce dont je parlais dans mon article, qui est effectivement, et ça vaut également en fait pour le management d'une entreprise. Aujourd'hui, les fintechs ont vocation à développer des produits qui vont être utilisés in fine par l'ensemble de la population. Alors effectivement, le fait d'avoir de créer ces produits, que ce soit le gender, que ce soit la diversité ethnique, peu importe, mais le fait d'avoir ces produits pensés par un certain type, une certaine partie de la population, évidemment, j'imagine, ne permet pas de pouvoir au mieux épouser l'ensemble. Je cafouille un peu, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est d'avoir des personnes qui pensent des produits qui soient autant diversifiés que la population finale qui va les utiliser. Et je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui à des produits fintech qui sont in fine utilisés par l'ensemble de la population de progresser. Et en fait, juste pour revenir au board, et puis après je laisserai la parole à Julien parce que je suis sûre qu'il y a des commentaires super intéressants à faire. Mais pour revenir au board, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que c'est une logique de construction de complémentarité en fait de compétences et d'expérience. Là, on est moins sur comment imaginer un produit qui colle aux demandes d'une population complète, mais c'est plus, OK, aujourd'hui, le board, il est composé de 2 fondateurs, un tech, un commercial, on va dire, globalement, c'est 99% des cas. Il y a un VC au board, ou 2 à un moment donné. Peut-être qu'il nous manque quelqu'un qui a une vue extérieure, qui va pouvoir apporter autre chose. Peut-être qu'on manque une spécialité. On a un gros sujet de culture d'entreprise. Peut-être qu'il faut faire rentrer quelqu'un qui va pouvoir nous aider sur la culture d'entreprise. On a un gros sujet de réglementation. Et le fondateur tech et le fondateur sales, ainsi que les VC qui sont peut-être pas sectorisés et focus fintech, ne comprennent pas bien ou n'appréhendent pas bien ou pourraient mieux appréhender les enjeux réglementaires. Peut-être on pourrait faire rentrer au board quelqu'un dont ça a été le métier ou qui a été évidemment en contact avec ce type de problématique par le passé. Voilà, l'idée, c'est plus la complémentarité des skills et des expériences. Merci. Julien, tu as un avis sur la question? J'imagine que oui. J'ai un avis of course. Non, ce qu'on essaie de faire dans les sociétés du portefeuille, c'est effectivement ajouter au board des board members indépendants qui apportent. Donc, on l'a fait sur Memobank, il y a Ronan Lemoyle, qui est l'ancien patron du Crédit Mutuel Arca, qui est président. On l'a Didier Vallet, qui est l'ancien numéro 2 de la Société Générale, qui est au board d'Epsor. Gaëlle Olivier, qui est l'ancienne patronne d'AXA PNC, donc la branche non-vie d'AXA, qui est au bord de Descartes. Donc oui, on essaie d'avoir des personnes de grande qualité que les fondateurs trouvent ou que nous trouvons et qui apportent une vue stratégique, qui apportent une vision réglementaire, qui apportent leur carnet d'adresses. Donc voilà, systématiquement, on essaie on est assez convaincu qu'on est dans un monde financier qui existe, qui est régulé, et que avoir des gens qui viennent de ce secteur-là, ça a beaucoup de valeur pour des entrepreneurs qui sont peut-être plus tech. Ça a beaucoup de valeur de confronter la tech avec la réglementation, avec avec le marché financier tel qu'il existe, quoi. Donc oui, systématiquement, très très régulièrement, on essaie
c'est rentrer des operating partners ou des board members indépendants dans les sociétés du portefeuille, parce qu'on est persuadé que ça permet d'aller ça permet aux sociétés d'aller plus vite et d'être vraiment encore plus ambitieuse. Parfait, merci beaucoup. Alors malheureusement, on touche à la fin de cet épisode. En 2 phrases, est-ce que vous pourriez nous indiquer, si c'est le cas, si vous avez la volonté de créer de nouveaux fonds, quelle est la stratégie à moyen terme, Julien ? Chez Blackfin et côté tech, côté venture, notre mission, c'est d'accompagner des entrepreneurs pour construire des boîtes qui transforment les services financiers. Donc, c'est accompagner des entrepreneurs. Et pour accompagner les entrepreneurs, il faut plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut de l'argent, parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils ont besoin d'argent pour monter leur boîte. Donc, on a investi aujourd'hui notre premier fonds, et évidemment, il y aura un deuxième fonds un jour. On voit que le marché évolue un peu. C'est-à-dire, quand on a levé ce premier fonds, les sociétés, elles cherchaient des tours de table de seed, série A, série B, mais assez peu de tours de 50, 100 millions d'euros. Aujourd'hui, le marché est de plus en plus vers des tours de 50, 100 millions d'euros. Donc, il faut avoir des capacités d'investissement plus grosses pour pouvoir faire ces tours-là. Donc, évidemment, il y aura un fonds 2 un jour, mais l'argent, c'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir vraiment accompagner les sociétés du portefeuille. Et donc, ça vient avec des venture partners, des operating partners, un réseau chez les corporates, une connaissance de la réglementation. Et là, on est persuadé que notre expertise sectorielle, elle a de la valeur, mais on est en permanence en train de faire évoluer ce dispositif pour qu'il soit de plus en plus pertinent pour les sociétés qu'on accompagne. Merci beaucoup. Est-ce que, avant de se dire au revoir, vous n'auriez pas des livres à nous recommander ? Je demande ça à tous mes invités, pour nos auditeurs et surtout pour moi, en fait, parce que je les lis quasiment tous. Moi, j'ai une newsletter pour les entrepreneurs qui est celle de First Mark Capital, qui est vraiment géniale et très orientée action. C'est une super newsletter. C'est un beau fonds américain et livre Red Notice, qui est un bouquin sur un investisseur américain qui débarque en Russie Oui. au moment de la chute du mur, enfin de l'URSS, et qui commence à faire du business là-bas et qui au fur et à mesure trouve ça facile et au fur et à mesure ça devient un petit peu plus compliqué. Et c'est assez intéressant, ça mixe géopolitique et investissement. Parfait, merci. Pauline ? Ouais, et j'ai une newsletter également que je partage à tout le monde. Je pense que j'ai tellement partagé que maintenant j'ai gagné la casquette, je l'ai juste jamais commandé. Ça s'appelle The Hustle et c'est anglophone, c'est assez général sur l'actualité tech avec des points de vue et des fun facts toujours super intéressants. C'est pas fintech focus, mais c'est très chouette. Et en livre, je lis beaucoup plus de bouquins pas fintech ou tech related. J'essaie de sortir un peu quand j'ai un peu de temps. Je sais pas si du coup je dois le partager quand même. Le dernier. Si, vas-y. Cool. Vas-y. Ok, d'accord. Ça s'appelle Educated, c'est de Tara Westover, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une jeune femme qui a quasi mon âge, elle a 34 ans, elle a grandi dans l'Idaho, dans une famille de mormons super fondamentaliste. Et aujourd'hui, elle est sortie de tout ça, elle a un doctorat et tout, et son histoire et son courage sont vraiment fascinants. J'encourage tout le monde à lire ce bouquin, qui est assez top. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, un tout grand merci pour votre temps et disponibilité. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Solène, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.